Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de juillet 2020, qui d'ailleurs est la toute première lecture manga de juillet, puisque, souvenez-vous, l'année dernière, on n'avait pas fait de lecture manga en juillet, parce que tout simplement je n'avais pas lu de manga en juillet. C'était parce que j'étais en situation, on va dire, de vacances, et que du coup, comme mon timing pour lire des mangas c'est le soir avant de me coucher, et que du coup je me couchais plutôt tard, et ben j'avais jamais eu le temps vraiment de lire des mangas. Mais ce mois-ci, contrairement à l'année dernière, j'ai lu pas mal de mangas, et donc c'est plutôt cool. Et je vais vous les présenter tout de suite. Et donc, on va pouvoir commencer avec le tome 27-28, enfin les tomes 27, 28 et 29 de My Hero Academia, par Kohei Horikoshi, aux éditions Kiyun. Et voilà, donc comme d'habitude, l'ordre n'a pas vraiment d'importance, parce que là, en l'occurrence, c'est le dernier que j'ai lu ce mois-ci. Et pour le coup, il a failli ne pas être dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Parce que c'était un petit coup du sort qui a fait que j'ai lu ce mois-ci, My Hero Academia. C'est que, en fait, à la base, j'avais prévu de tourner là cette vidéo que je suis en train de faire là tout de suite, le 31 juillet. Et il se trouve qu'en fait, le 31 juillet, j'ai eu un empêchement, voilà. Les circonstances ont fait que j'avais pas pu tourner finalement. Et le 31 juillet soir, j'ai lu My Hero Academia. Donc normalement, il aurait pas pu être dans cette vidéo, mais voilà, le coup du sort. Donc c'est aussi pour ça que cette vidéo sort plus vers... On n'est pas encore au milieu du mois, mais peut-être que le temps que je fasse le montage, on y sera, quoi. Du mois d'après. Et pas fin juillet ou début août, comme je ferais d'habitude. Mais bon. Voilà, donc petite parenthèse. Mais du coup, voilà, il a failli pas être dans cette vidéo My Hero Academia, mais il aurait été dans la prochaine, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, la prochaine, j'ai déjà un peu lu, quoi, en août. Et il y a aussi du My Hero Academia dans la prochaine, mais pas exactement pareil. Enfin, je pense que vous pouvez deviner assez facilement. Mais voilà, donc My Hero Academia, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 tomes? Alors, vous avoue que My Hero Academia, c'est typiquement le manga qui me manque rarement. Vous voyez, genre... pas au sens il me manque des tomes, mais au sens, quand j'ai des tomes de retard, vous voyez, genre si j'ai un tome de retard de One Piece, souvent je suis en mode ah là là, One Piece quand même. Si j'ai un tome de retard de Mushoku Tensei, voilà. Il y a des trucs que je me dis, ah vivement qu'il y en ait 3 que je puisse les acheter, quoi. Et des fois même je fais des entorses à ma règle des 3 tomes de retard, et puis bon bah tant pis, je le prends alors qu'il y en a qu'un ou deux, quoi, tellement je suis impatient. Mais là, en l'occurrence, My Hero Academia, c'est pas un truc qui me manque fréquemment. C'est un truc, je suis content quand je l'ai. Franchement, je passe de bons moments en le lisant. Mais je suis jamais en mode oh le dernier tome de My Hero Academia il me le faut trop absolument tout de suite maintenant. Je suis tout à fait capable d'attendre 3 tomes. Et mais je vous avoue que quand j'ai vu cette jaquette là, là d'un coup je me suis dit oh attends qu'est-ce qui se passe là? Parce que je me suis demandé s'il n'y avait pas du... Attends, attendez, on la voit pas bien, voilà. Je me suis demandé s'il n'y avait pas du voyage dans le temps dans l'histoire là, parce que... mais ça va, enfin ça va. Ou est-ce que c'est de la symbolique quoi? Bon, je vais pas vous le dire pour ceux qui auraient pas lu, mais voilà, donc du coup là d'un coup ça m'a intrigué encore. Mais voilà, j'étais pas désintéressé non plus, hein, mais juste pour vous dire, c'est pas un truc où je suis impatient au point de me dire oh là là, vite, vite. Mais en Academia, c'est vraiment plus en mode oh tiens, les 3 tomes sont sentis cool, je vais pouvoir continuer enfin. Mais jamais allez, allez, sors, sors le tome, sors. Sors, sors, prends la clé, sors, passe partout, il a les clés. Non, ouais, donc donc voilà. Et donc voilà. Ce qui se passe dans cet homme, c'est un peu un gros arc. Hein. À mon avis, c'est un peu... ça m'étonnerait pas que, rétrospectivement, ce soit un peu le Marineford un peu de My Hero Academia, cet arc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, c'est le gros arc pivot qui pourrait marquer peut-être la moitié du manga. Donc, et en plus, ça, ouais, non, ça ferait sens en plus, parce que, à part One Piece qui est un peu l'exception, là, qui à mon avis, mon chiffre, c'est toujours, mon estimation, c'est toujours 120 tomes pour One Piece, moi, environ. Ouais, à part One Piece, les gros shonen, Naruto, Bleach, tout ça, c'est 60-70 tomes. Donc en plus, ça ferait du sens que là, on soit à peu près au milieu. Donc j'ai vraiment l'impression que cet arc-là, c'est le Marineford de My Hero Academia. Mais je vous donne pas de détails. Donc voilà, gros arc, quoi, il se passe des gros trucs. Petit bémol, on va dire, mais en fait, je sais même pas s'il est avéré, si quelqu'un est plus érudit sur My Hero Academia, faudrait me le dire. Mais j'ai eu l'impression
mais ça peut être vraiment une impression, hein. Pour le coup je n'affirme rien du tout, que le tome 27, il commençait un peu sans introduction, enfin, sans que ce qui se passe était vraiment introduit avant. Je dis ça parce qu'en fait, moi, bon, j'ai tendance à avoir pas mal d'oubli, hein, à oublier assez facilement les trucs quand je reprends une série que j'ai pas lu depuis 3 tomes. Et donc, quand j'ai lu le tome 27, j'étais en mode ouais, attends, il s'est passé quoi juste avant? Parce que je me souvenais de l'arc des méchants, mais là, il se passe des trucs, donc je comprends pas. Et du coup, après avoir lu le tome 27, avant de lire le 28 et le 29, j'ai quand même repris le tome 26, juste pour regarder les dernières pages, vous voyez, juste pour voir s'il n'y a pas une case où Izuku il est en mode « Eh, en fait, dans le prochain tome, on va faire ça enfin, moins caricatural, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai pas trouvé d'explication sur pourquoi au début... Alors, il y en a, c'est presque sûr qu'il y en a une, mais je veux dire, il n'y a pas l'air d'avoir... ça n'a pas l'air d'avoir été super introduit, ce qu'ils vont faire dans le tome 27, 28, 29... Qui vont faire un truc d'envergure. Mais j'ai pas ce souvenir. Après, voilà, encore une fois, c'est peut-être juste moi. À mon avis, c'est juste moi. À mon avis, si vous en fichez de mes trous de mémoire, vous pouvez juste passer quelques minutes à l'argument suivant. Mais j'avais vraiment l'impression que le début du tome 27, il voulait faire un peu un début in medias res, un peu surprise l'auteur, et que du coup, c'est un peu confusant, même si ce mot n'existe pas. Mais voilà, encore une fois, c'est moi et mes trous de mémoire, ça se trouve, bon, hein. Ça se trouve, je parle pour ne rien dire depuis tout à l'heure. Pour changer. Ouais, donc ça, bon, voilà. Sinon, un personnage qui est énormément mis en avant dans cet arc, c'est elle. Alors, je vais dire qu'elle s'appelle Mirko. Ouais, ok, c'est marqué là, cool. Parce que moi et les noms, vous savez. Donc Mirko, c'est un personnage qui est très mis en avant dans cet arc, surtout au début, surtout dans le tome 27. Et je vous avoue qu'au début, j'avais un peu l'impression qu'on essayait de me l'enfoncer dans le crâne, que ce perso il était cool. Parce que genre vraiment, on la connaissait déjà, mais elle avait rien fait quoi, c'était un perso... Pour l'instant c'était plus un perso de lore, de background que de... qu'un perso qui aurait un quelconque impact dans l'histoire quoi. Et ouais, et du coup donc là, tu prends le tome, elle est au dos dans l'espèce de petite pub, ok. T'ouvres le tome, elle est en gros sur la couverture, enfin sur le truc du résumé quoi. Ok. Bah après je vais pas vous spoiler ce qu'il y a dans le tome, mais... Et l'héroïne en gros de ce tome, voire même de cet arc j'aurais envie de dire, parce que elle a fait vraiment plein de trucs. C'est vraiment un des piliers de cet arc quoi. C'est elle, et surtout pendant le tome 27. Et donc pendant le gros du tome 27, tu la suis être super cool, super forte, super motivée. Voilà. Donc je vous avoue que au début quand elle est au dos, elle est dans le résumé sans raison apparente, et qu'après c'est elle la star du tome, t'as une petite impression de... Bon, t'essaierais pas de me fourrer dans le crâne que c'est un personnage cool, là c'est un peu forcé. Mais, je suis obligé de l'avouer, à la fin tu la trouves cool quand même. à la fin tu te dis ça c'est de la détermination, ça c'est un perso de shonen ça. Ça on peut pas lui enlever quoi. Et voilà, donc au final c'est un perso que j'aime bien. Mais au tout début, quand tu te rends compte qu'on te la met un peu partout, là, non mais les gars, j'ai compris, arrêtez de forcer, quoi. Ce perso ne deviendra pas mon perso préféré. Et puis à la fin, quand t'as lu le tome, bon, c'est peut-être un de mes persos préférés, finalement. Donc voilà. Après, bah tiens, je vais vous montrer les autres petites pubs derrière. Mount Lady. Mount Lady aussi qui... Bah, elle fait moins de trucs, mais elle gagne au mérite, tu vois. C'est pas juste le petit perso que t'as vu au début et qui... Ce perso là aussi, il a un peu d'importance dans le scénario. J'aime bien ce qu'ils ont fait avec ce perso là. Pas directement avec le perso, mais bon, je vais pas spoiler pour ceux qui auraient pas lu. Donc voilà, donc My Hero Academia, vraiment sympa. Je vais parler d'un autre truc avec My Hero Academia vite fait. Parce que j'ai remarqué récemment, il y a un problème que moi j'avais déjà, et que les gens commencent à avoir, mais pas de la même manière, avec My Hero Academia. Moi, il y a un truc que j'ai déjà dû le lire en vidéo d'ailleurs. À une période de My Hero Academia, surtout, un de mes problèmes, et franchement, même si c'est moins flagrant, même si c'est moins embêtant, on va dire, parce que je me suis un peu habitué, je trouve que il est toujours là de nos jours. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il est là de nos jours que les gens commencent à le remarquer. C'est que dans My Hero Academia, il y a, selon moi, à certains moments, des problèmes de rythme entre les arcs. C'est-à-dire que
Je sais pas si vous vous souvenez, l'arc où ils sont attaqués par des super vilains. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, moi et mes trous de mémoire. Mais à un moment, c'est comme ça, de toute façon. Si je dis les mauvais arcs, excusez-moi. Mais vous, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Après, ils enchaînent avec l'arc de l'entraînement, il me semble, du camp d'entraînement. Et ils sont encore attaqués par des super vilains. Et en fait, si vous voulez, il y a un ton lourd. C'est vraiment des arcs qui veulent te mettre un peu la pression, quoi. Où ils risquent leur vie et tout, parce qu'il y a des super vilains qui les attaquent et tout ça. C'est deux arcs lourds d'affilée, si vous voulez. Et même après, il y a All Might qui perd ses pouvoirs et tout, et encore du drama, encore du lourd, encore du... c'est important. Et voilà, et en fait, ils enchaînent les arcs lourds. Et ça, je trouve que c'est mal rythmé, parce que t'as pas le temps de souffler, t'as pas le temps de... Au bout d'un moment, trop lourd, bah ça tue le lourd, vous voyez ce que je veux dire. Au bout d'un moment, c'est... tu vois, l'arc, il est lourd dans son ambiance, mais au bout d'un moment, si c'est lourd trop longtemps, ça devient juste lourd pour toi, le lecteur, quoi. Vous voyez, ça devient juste un peu... à lire, quoi. Mais voilà, et donc moi à cette époque-là j'avais déjà dit, bah pas en vidéo parce que je crois qu'à cette époque-là je faisais pas encore de vidéos sur les mangas, mais j'avais déjà dit à mes amis, aux gens que je connais, qu'il y avait des petits problèmes de rythme et tout ça selon moi. Et d'ailleurs je crois que c'est à peu près vers cette période que Vigilante a commencé à être publié en France. Je dis ça parce que je me souvenais qu'à cette époque-là je me disais que Vigilante ça devenait mieux que My Hero Academia. Mais bon après c'est mon avis, hein. Mais ouais, tout ça pour dire que donc il y avait ce problème de rythme entre les arcs, parce que les arcs ils étaient plusieurs arcs lourds d'affilée. Et après bien sûr ça a continué. Alors ça s'est calmé, hein, il y a eu une période d'accalmie, mais ça a continué, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a eu l'arc de la fête scolaire et l'arc du combat interclasse. Enfin, je sais pas comment appeler ça, mais vous voyez sûrement de quoi je parle si vous avez lu. Qui se sont enchaînés. Et là, au contraire, c'était pas deux arcs lourds, c'était deux arcs légers, on va dire. Au sens, il se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas d'enjeu vraiment, en fait, dans ces arcs-là. Enfin, ou des enjeux très minimes, très personnels. Vous voyez, ils sauvaient pas le monde, quoi. Ils sauvaient pas le monde, ils sauvaient pas des vies. Ils sauvaient leur festival scolaire et la réputation de leur classe, quoi. Donc bon. C'est un peu... vous voyez. Et My Hero Academia, je trouvais personnellement qu'ils avaient un problème de rythme qui est pas atroce, mais qui est... tu vois, genre quand tu lis, c'est au 4ème tome d'affilée où il se passe rien parce que... Enfin, où il se passe rien de très important parce qu'ils s'entraînent entre classes. Quand c'est le 4ème tome d'affilée où genre c'est l'univers qui est en jeu et ils vont tous mourir s'ils font une erreur. Bah, vous voyez quoi. Et donc selon moi c'est un problème. Et j'ai remarqué, donc beaucoup de gens se mettent à remarquer ce problème, mais seulement quand ça concerne la légèreté. Vous voyez, c'est en ce moment, c'est pour ça que je dis que c'est récent, c'est parce que bah, récemment il y a eu les arcs du festival scolaire et tout ça. Et voilà. Donc moi je voulais en remettre une petite couche, dire... parce que moi je pense que la plupart des gens se rendent pas vraiment compte de ce qui est le problème. Après, chacun a ses attentes, ça se trouve pour eux c'est vraiment juste la légèreté qui les embête. Je vais pas faire le gars qui sait mieux que les gens ce que c'est leur avis. Mais ce que je veux dire c'est que pour moi le problème vraiment, essayez de penser, si vous aviez ce problème avec la légèreté, avec les arcs où il se passe rien, essayez de voir les choses comme ça. Est-ce que c'est pas le problème global plutôt du rythme des arcs plutôt que juste le problème de la légèreté. Est-ce que c'est pas pareil quand c'est lourd mais juste ça vous plaît plus? Bon après on s'en fiche, hein. Là on part dans des débats. Tout ça pour vous dire que voilà, c'est une critique que je revois sortir de plus en plus souvent. Et je suis à la fois un peu content de voir que bah, mon truc sortait pas de nulle part quoi. Et un peu dommage que les gens cantonnent ça à, oh non c'est nul quand il y a du school life. Voilà bon. C'était... voilà. Je vais pas tergiverser plus parce que bon, là je commence à déjà partir en tangente, mais voilà, donc My Hero Academia. Ensuite, donc, Danganronpa Trigger Happy Havoc, The Animation par Takashi Tsukimi, d'après le jeu de Spike Chunsoft. Et c'est édité par Manabooks, donc il y a les 4 tomes, donc l'intégrale. Donc voilà, truc spécial, contrairement par exemple à My Hero Academia, ce coup-ci c'est pas... ça c'est une lecture, le tome 1 c'est une relecture. Alors, si jamais vous avez traîné un peu sur la chaîne, vous avez peut-être remarqué que j'étais un fan de Danganronpa. Et peut-être que vous vous êtes demandé, bon, on est d'accord que là je parle de personne, hein, personne n'est concerné, personne s'est demandé ça, mais faites semblant. Donc ouais, vous êtes peut-être demandé,
Mais lui qui est si fan de Danganronpa et qui est si fan de manga, pourquoi est-ce qu'on voit jamais quand il y a un nouveau tome de Danganronpa qui sort le manga dans ses vidéos lecture du mois? Eh ben c'est parce que, je vais vous raconter. Alors en fait, mon histoire avec Danganronpa, moi, c'est que ça fait genre 2 ou 3 ans seulement que je connais Danganronpa. Je veux dire, vraiment connais, vous voyez. Que je connais pour de vrai, quoi, que j'ai expérimenté moi-même et tout. Et en fait, il y a 1 ou 2 ans, j'ai fait tous les jeux. Tous les jeux. Point. Genre vraiment, j'avais Danganronpa 1 et 2 Reload, Danganronpa V3, et après j'ai fait Danganronpa Another Episode, Ultra Despair Girl. Et vraiment j'ai fait ça d'affilée. C'est les 4 jeux que j'ai fait d'affilée et avec pas beaucoup de pauses entre les 4 jeux, quoi. Donc voilà, je suis devenu instant fan, quoi. Faut dire que j'avais fait en sorte, parce que moi c'est un truc que je fais beaucoup, j'avais fait en sorte justement d'optimiser mon expérience. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait les 4 jeux d'affilée et tout, à une période où je savais que j'avais le temps et tout. C'est parce que justement, j'aime bien optimiser mes expériences parce que la première impression c'est fondamental, quoi. Et voilà, du coup, donc j'avais vu tous les jeux, joué à tous les jeux d'un coup. Donc je m'étais vu plus ou moins toute la licence d'un coup. Mais vous savez, si vous connaissez bien Danganronpa, que il y a aussi Danganronpa 3, pas V3, 3, qui est un animé, et qui est la fin de la narration, on va dire, de tout ce qui se passe dans Danganronpa 1 et 2. Et du coup, j'ai fini par regarder cet animé aussi. Parce que, bah voilà, mais un peu plus tard ce coup-ci. Et donc, bon, voilà, j'ai regardé cet animé. Sauf que maintenant, j'avais un petit dilemme, quoi. Parce que, si vous voulez, moi j'aime bien regarder tout. Quand je regarde un animé, j'aime bien avoir vu toute la licence en animé. Comme ça, je peux le mettre dans mon petit truc des séries que j'ai terminé à 100%, spin-off inclus, toutes les saisons inclus, vous voyez. Et du coup, j'étais en mode, bah, il faut que je me regarde l'animé de Danganronpa tout court. Sauf que Danganronpa tout court, enfin Danganronpa 1, quoi, Trigger Happy Havoc. Sauf que, bah, le jeu, j'y avais joué il y a pas si longtemps que ça, quoi. Et donc je me disais, bon, j'ai quand même pas regardé l'animé alors que j'ai joué au jeu il y a pas si longtemps que ça. Mais il se trouve qu'avant d'avoir joué au jeu, j'avais lu déjà le tome 1 du manga. Et du coup, quand le tome, je sais plus si j'étais en train de jouer au jeu ou si j'avais déjà fini ou si j'allais bientôt commencer quand le tome 2 il est sorti de Danganronpa. Mais du coup, bah, je me suis fait la même réflexion pour les tomes en fait. Je me suis dit, mais attends, on va dire que je venais de jouer au jeu. Je viens de jouer au jeu. Je vais pas continuer de relire le début de l'histoire alors que je viens d'y jouer, quoi. C'est un peu dommage de s'auto-saouler avec le truc à force de le lire et de le regarder trop souvent. Autant attendre que j'ai un peu oublié et que ça me fasse un peu de nostalgie en le relisant, quoi. Et donc voilà, donc j'étais dans cette démarche de bah je viens d'y jouer, je viens de le lire. Attends un petit peu, quoi. Va pas te gâcher le truc parce que tu te remets la même histoire en boucle. Sauf que, comme je vous ai dit, c'était aussi le cas pour l'animé. Et du coup, j'étais dans un cercle vicieux, en fait. Parce que, quand je me disais, ah, je me lirai pas le manga, là, je me disais, ah bah non, faut que je regarde l'animé. Donc je vais pas voilà, autant que je regarde l'animé, et puis, vous voyez, je vais pas faire les deux en même temps, ça va faire le même problème, ça va me faire la même histoire 2 fois d'affilée, quoi. Donc bah non, je vais regarder l'animé, faut pas que je lise le manga tout de suite. Puis quand je voulais regarder l'animé, j'étais en mode, mais non, mais je dois lire le manga, donc ce serait un peu bête quand même de regarder l'animé pour qu'ensuite je dois lire le manga, quoi. Et voilà, j'étais dans une sorte de cercle vicieux, bah j'en étais conscient, hein, mais bon voilà, j'arrivais pas vraiment à m'en sortir concrètement. Et donc j'étais, bah quand je voulais lire le manga, j'étais en mode, oh, bah faut que je regarde l'animé, quand je regarde l'animé, voilà, faut que je lise le manga, etc. J'achetais quand même les tomes parce que j'aime bien être à jour et tout. Enfin après il faut dire qu'avec ma règle des 3 tomes de retard, j'aurais pu ne pas les acheter, vous voyez j'avais déjà acheté le 1, j'aurais pu ne pas les acheter, j'aurais pas été en retard. Hein. Mais bon, enfin si j'aurais été en retard, mais je veux dire j'aurais pas dépassé ma limite. Mais bon, j'ai acheté quand même au fur et à mesure. Et voilà. Et au bout d'un moment, j'ai fini quand même par regarder l'anime, comme ça m'a pris comme ça. Ce qui fait que je pouvais enfin lire le manga. Mais il fallait encore que j'attende un petit peu, parce que du coup je venais de revivre l'histoire, etc. Et genre il y a le mois dernier, enfin en juillet quoi du coup, je me suis dit à un moment, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit,
Oh allez, vas-y, quoi, ça traîne là depuis 500 ans. Ah oui, aussi, un autre truc qui m'avait fait retarder, c'est que le tome 1, je vous ai dit que c'était une relecture. Bah ça aussi, c'était un facteur de retard, un peu dans le cercle vicieux, de retard de lecture, enfin... parce qu'en fait, je me disais tout le temps, ah mais ce serait bête quand même de lire les tomes 2, 3, 4 d'affilée, alors que le 1, je l'ai lu il y a un peu longtemps, autant tout lire à la suite. Mais en même temps, je me disais, ouais, bon, j'ai pas envie d'aller le chercher dans ma bibliothèque et tout. Puis relire un tome, mine de rien, ça fait un tome entre guillemets de moins que j'enlève que je lis. Vous voyez, au lieu de prendre un tome dans ma pile de lecture, je relis un tome que j'ai déjà, du coup ma pile de lecture elle descend pas, quoi. Mais voilà. Et assez ironiquement, le moyen dont je me suis sorti de ça, c'est qu'à un moment je me suis dit, oh mais l'histoire tu la connais par cœur, arrête de faire le... Vas-y, tu lis à partir du tome 2 directement, on s'en fiche, tu sais déjà ce qui se passe dans le tome 1. Et ironiquement, c'est en me disant ça que je me suis dit, bon ok, et finalement j'ai quand même relu le tome 1. Je suis bizarre des fois quand même. Donc voilà, bon, on va arrêter de parler de ma vie, de pourquoi j'ai mis 30 ans à les lire. Truc que je viens de remarquer comme ça à la caméra en les disposant tous, c'est trop bizarre, le 1 et le 4 c'est des viseurs comme dans le jeu, mais le 2 et le 3 c'est des petits ronds roses. Je sais pas si c'est volontaire que ce soit le premier et le dernier, il y a des viseurs pour faire symbolique ou je sais pas quoi. Mais c'est un peu bizarre, parce que à la limite s'il y avait genre 15 tomes je comprendrais, tu vois, que le premier et le dernier, mais là il y en a vraiment genre 4, donc t'as juste l'impression que c'est dépareillé quoi. Mais bon voilà, donc qu'est-ce que vaut le manga, parce que là vous en avez peut-être assez, vous voulez peut-être savoir qu'est-ce que j'en pense. Juste avant vite fait, regardez là, il y a Chiaru je crois c'est son nom, j'espère que je dis pas de bêtises. Encore une fois désolé, j'ai vraiment pas la mémoire des noms. Et ben il a pas les bonnes couleurs de cheveux, il a la même couleur que à peu près que Byakuya, mais normalement ses cheveux ils sont plutôt marrons. Bah, attendez, je pense que ça se voit sur... ouais voilà. Hop. Vous voyez là, ses cheveux ils sont plutôt marrons. Mais ouais, donc qu'est-ce que ça vaut en tant que manga et en tant qu'adaptation de Danganronpa? Hop là. Ce Danganronpa Trigger Happy Havoc The Animation en manga. D'ailleurs vous noterez que c'est bien l'adaptation manga de l'anime et pas l'adaptation manga du jeu. Ça change pas énormément de choses, mais bon voilà. Donc qu'est-ce que j'en pense? Franchement, donc en étant un gars qui du coup a vu Danganronpa et lu Danganronpa, etc. dans tous les supports, je dirais, à part s'il y a eu un light novel, peut-être, qui a adapté le jeu, je ne sais pas, ça pourrait fonctionner. Quoique, je crois qu'il y a une espèce de comédie musicale, non? Ouais, bon, ça, c'est des trucs un peu... C'est des trucs un peu exceptionnels, on va pas le compter. Mais voilà, donc j'ai vu l'animé, j'ai lu c'est là joué le visual novel, et j'ai lu le manga, du coup. Et bah, pour tout vous dire, quand j'ai vu l'animé, je me suis dit que c'était quand même... C'était vraiment comme le visual novel, mais du coup en moins immersif, moins détaillé quoi. L'animé de Danganronpa, c'est vraiment si vous voulez pas lire le visual novel. C'est voilà, c'est genre bah, j'ai pas une quinzaine d'heures devant moi. Je veux quand même savoir ce qui se passe dans Danganronpa pour X ou Y raison. Allez, je regarde l'animé, c'est la même histoire, c'est pas moins bien, mais du coup t'es moins impliqué, du coup les mystères, peut-être ils ont l'air un peu moins bien faits, vous voyez, parce que t'es pas dans l'histoire, t'es le spectateur de l'histoire, alors que dans le visual novel t'es vraiment dans l'histoire, quoi, t'es investi. Donc voilà, ça c'était pour l'animé. Et le manga, je dirais que c'est à peu près pareil. Le manga c'est un peu... J'ai pas envie de passer 15 heures... devant le visual novel, j'ai pas envie de passer 6 heures devant l'animé. Allez, viens, je prends les mangas et puis j'ai quand même la même histoire quoi. Et c'est vrai que techniquement ça doit être le moyen le plus efficace de voir l'histoire de Danganronpa. Hein, parce que à mon avis, admettons que tu mettes 1 heure, ce qui est un peu long, pour lire chaque tome, au final au bout de 4 heures quoi, t'as fini. Hein. Et t'as toute l'histoire de Danganronpa sans gros manque. Le seul manque que personnellement j'ai capté, après du coup bon j'ai beaucoup attendu entre mes visionnages et mes jeux de Danganronpa quoi, pour justement les raisons que je vous ai exposées plus tôt. Mais moi le seul manquement que j'ai manqué c'est, pour ceux qui ont joué au jeu, la partie, je vais pas spoiler, donc la partie, où l'endroit où il y a une prise Ethernet. Je pense que vous voyez de quel endroit je parle. L'endroit où il y a une prise Ethernet, normalement, il y a un personnage qui dit à notre héros où c'est.
qui genre, oh j'ai trouvé, voilà, un endroit, ouais. Là, dans le... dans le manga, c'est vraiment genre... ah, il me faudrait un accès internet. Ah bah, tiens, j'ai trouvé une pièce avec un accès internet. C'est vraiment... voilà. Franchement, je me souviens plus si c'est comme ça dans l'animé. Donc je sais pas si ça vient du fait que c'est l'adaptation de l'animé et que c'est l'animé qui avait fait ce raccourci. Mais voilà. Donc c'est pas... rien de fou, quoi. Rien d'absolument embêtant. Voilà. Et je dirais même que limite... T'as un peu moins ce côté rip-off du visual novel que peut avoir l'animé. Parce que l'animé, vraiment, t'as des trucs, c'est limite, tu peux faire des comparaisons image par image, tellement les persos dans l'animé, des fois, ils prennent les mêmes poses que dans le visual novel, avec les mêmes musiques, dans les mêmes moments, avec les mêmes mouvements de caméra. Des fois, vraiment, l'animé, on dirait le visual novel, mais littéralement refait en animé, quoi. C'est pas vraiment une adaptation, c'est plus une transposition, parfois, dans l'animé, quoi. Donc pour le coup, si vous voulez, peut-être que là, tu vois, t'as un peu moins ce côté-là, vu qu'il n'y a pas les musiques, il n'y a pas les couleurs, il n'y a pas la mise en scène est plus manga, vous voyez, donc du coup c'est pas pareil. Donc voilà, si vous voulez revivre Danganronpa, vous hésitez entre l'animé et le manga, je dirais que ça dépend. Si vous voulez une expérience qui soit le plus proche possible de ce que vous avez déjà vécu en mode nostalgie, ou un peu nouvelle, histoire de rajouter du nouveau dans cette nostalgie. Voilà. Et si vous avez jamais touché à Danganronpa, sachant que le seul jeu qui est en VF c'est V3, et qu'en plus la VF est buggée, j'ai fait une vidéo là-dessus, et que l'animé, je crois qu'il est plus disponible officiellement, je sais plus où, moi j'ai dû le voir genre je crois que je l'ai vu sur YouTube l'animé, genre il y a quelqu'un qui l'avait uploadé sur YouTube, mais je crois qu'il est plus dispo, genre il devait être sur Wakanim ou un truc comme ça à la base, je crois qu'il y est plus, si je dis pas de bêtises. Donc, je crois que si vous n'êtes pas anglophone, ou anglo-comprendeur, si vous ne comprenez pas l'anglais, je crois que le manga Danganronpa, qui est donc publié en France, c'est le meilleur, et peut-être même le seul, moyen officiel pratique de lire Danganronpa, en sachant qu'il y a Danganronpa 2 aussi, le manga qui est publié en ce moment chez Manabooks. D'ailleurs, j'ai le tome qui traîne depuis presque aussi longtemps que cela. Donc voilà, franchement, si vous vouliez vous lancer dans Danganronpa, mais que, je sais pas, vous avez vu la compile des jeux là qui va sortir sur Switch, etc., mais que bah, vous parlez pas anglais, enfin vous comprenez pas l'anglais, le manga. C'est le seul vrai bon, après si vous trouvez l'animé, il est également, ou je sais pas quoi, faites ce que vous voulez, je suis pas la police, mais si vous voulez officiel, tout ça, pratique, ça va pas vous prendre trop longtemps à lire, le manga Danganronpa The Animation. C'est très cool. Et j'ai vu qu'il y en avait plein d'autres de mangas Danganronpa. J'espère que quand ils auront fini de sortir Danganronpa 2, 1, tout ça, peut-être V3, je sais pas s'il y a eu un manga V3, etc. J'espère qu'ils vont se mettre peut-être à sortir les trucs un peu plus spéciaux, les trucs un peu plus spin-off, les trucs. Parce que ça, du coup, j'en ai jamais vraiment. C'est des trucs que j'ai vraiment jamais lu, quoi. Mais bon, voilà. Donc, Danganronpa, j'ai enfin lu. Youpi! Ensuite, il sera donc question du tome 1 Ah, j'ai toujours du mal avec les titres qui commencent par le, t'as envie de dire du... Genre là, j'ai envie de dire du 8e fils. Mais en vrai, si je dis du 8e fils, je dis pas le titre. Donc faudrait dire que c'est le tome 1, 2, ouvrez les guillemets, le 8e fils. Donc voilà. Voilà, j'aime bien les parenthèses qui servent à rien. Donc aux éditions Delcourt Tonkam, le manga par Hiroki Kusumoto, l'œuvre originale par YA, peut-être Waye, et le character design par Fuji Shoko. ils aiment bien les pseudos rigolos, quoi. Donc, le 8e fils, qu'est-ce que c'est? Le 8e fils, c'est une nouveauté, entre guillemets, enfin c'était censé être une nouveauté, je crois, au moment où... en juillet. Bon, vu que je l'ai lu vers le début du mois et qu'en plus on n'est plus tellement en juillet au moment où je tourne, ça fait un peu bizarre du coup. Mais je sais plus comment qualifier ça. Mais voilà, donc c'est une nouvelle sortie qui m'a fait très plaisir ça. Parce que ces derniers temps, ces derniers mois, voire même cette dernière année si vous voulez taper large,
il y a eu pas mal de sorties de nouveautés qui étaient les versions manga de trucs que j'avais vu en animé récemment. Il y avait eu Kazuya-sama Love is War, il y avait eu même une nouveauté que vous verrez plus tard, il y avait eu The Quintessentiel Quintuplet, il y avait eu Otome Game, il y a eu plein de trucs. Mais, on en a déjà parlé plusieurs fois, j'avais toujours cette espèce de dilemme de la saison 2 ou de dilemme de l'animé qui venait m'embêter parce que c'était des trucs récents. Et qui plus est, des trucs récents qui avaient eu un minimum de succès si ça sortait en France après. Donc voilà, donc quand il y a des trucs comme Iruma-kun, etc., eh ben moi j'étais un peu dans un dilemme, je ne savais pas, oh là là, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'animé, je regarde le manga, oh là là, est-ce que j'attends avant de le lire parce que du coup j'ai vu l'animé il n'y a pas si longtemps que ça, etc., etc. Sauf que là, c'est une sortie, toujours d'un truc que j'ai vu il y a plus longtemps, quoi, d'un truc que j'ai vu, et là ça fait plaisir parce que déjà c'est beaucoup plus inattendu, et en plus, j'ai pas ce dilemme parce qu'il n'y a pas eu de saison 2 depuis la saison 1, donc c'est mort, il n'y en aura sûrement jamais, ou alors dans très longtemps, donc j'ai le temps. Il n'y a pas de est-ce que je le lis maintenant ou pas, parce que bah du coup ça fait suffisamment longtemps pour que j'ai globalement oublié ce qui s'y passe. Voilà, ce genre de sortie là, c'est parfait. Là je suis vraiment content. Parce que ça m'enlève tous mes dilemmes qu'il y a d'habitude quand t'as une nouveauté d'un truc que j'ai vu en animé récemment. Et du coup, là, donc c'était le 8ème fils. Et pour tout vous dire, j'avais tellement... ça m'a fait plaisir. C'est un truc qui peut-être vous ferait vous dire, ah bah ça doit pas être si bien alors. Mais moi du coup ça m'a fait plaisir. C'est que je me suis rendu compte en essayant de me souvenir de ce que c'était bien exactement, vous voyez dans les détails, je me suis rendu compte que j'avais mélangé certains souvenirs avec Kenja no Mago. C'est un autre animé, je sais pas si vous connaissez. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 trucs similaires. Et du coup, ça veut dire que j'avais mélangé des souvenirs avec autre chose, ce qui est génial. Parce que du coup, ça veut dire que oui, je m'en souviens plus trop bien. Et moi, c'est ce que je recherche, je veux ne plus trop bien m'en souvenir. Comme je vous ai dit pour Danganronpa, j'aime bien optimiser mes expériences. Et donc, si tu relis le truc en te souvenant parfaitement de ce qui se passe, c'est dommage. Si tu relis le truc en ayant oublié, voire en ayant mélangé avec autre chose, là, c'est génial. Parce que là, t'as encore des petites surprises, alors que c'est des trucs que tu savais déjà. Donc voilà, donc le 8ème fils, super surprise, vraiment. Genre très content que ça sorte. Donc vite fait, vu que c'est une nouveauté, tome 1, tout ça, je vous résume l'histoire. C'est l'histoire de un enfant qui... Enfin un enfant. C'est l'histoire d'un gars plutôt, voilà, un gars de notre monde à nous, qui se réincarne dans un monde fantasy, vous connaissez. Vous connaissez les ficelles quoi. Et qui du coup, cette fois, la particularité, c'est ce qu'il se réincarne en tant que 8ème fils d'une famille noble un peu pauvre. Vous voyez. Et du coup, bah comme c'est le 8ème fils, en gros, il a aucun espoir de... Vous voyez, c'est pas lui qui va hériter du domaine, c'est pas lui qui va... C'est pas... Voilà, lui c'est le 8ème, quoi. Lui, c'est vraiment genre... Vous voyez, c'est un peu en mode hérédité, premier-né, tout ça. Lui, c'est le 8ème. Bon. En plus, ils sont un peu pauvres, sa famille. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va apprendre la magie. Vu qu'il a un cerveau d'adulte quand même à la base dans un corps d'enfant de 8 ans, voilà quoi, il sait que il voit un grimoire magique, quoi, il l'apprend. Bon, je sais même plus s'il y a vraiment un grimoire magique dans cette histoire. Je résume très mal, hein, c'est vite fait pour que vous ayez l'idée de quoi ça parle. Hein. Et du coup, il va finir par rencontrer en plus un magicien, je vais pas rentrer dans les détails pour pas vous spoiler, un magicien qui va lui apprendre encore plus la magie, à développer son potentiel et tout. Et du coup voilà c'est ça, il va devenir aventurier, plus ou moins aventurier de guilde, enfin vous voyez ce genre de truc. Avec ses amis qu'il va rencontrer dans son école d'aventurier, je sais plus c'est une école de quoi, mais vous comprenez l'idée. Et du coup, il va plus ou moins monter dans la noblesse, plus ou moins sauver les gens, sauver tout ça. Bon là on est encore au début de l'histoire, donc je vous ai dit je me souviens plus trop des détails. Mais voilà. C'est ça globalement. Globalement c'est un isekai avec un gars qui fait de la magie. Résumé comme ça englobe pas mal de isekai, je sais, mais c'est dans ce style-là. Donc si comme moi vous aimez bien ce genre de truc, il n'y a aucune raison que ça vous plaise pas. Voilà. C'est très cool. Et donc vraiment content que ça soit sorti. Voilà, j'ai pas énormément de choses à dire parce qu'encore une fois c'est un tome 1, donc j'ai peut-être évité de spoiler quoi. À la limite, quand on est au tome
15 d'un truc là, je peux vous spoiler à mort parce que je sais que le gars qui veut pas se faire spoiler, il va voir tome 15. Au pire il s'en fiche et du coup il se fait spoiler, mais comme c'est le tome 15, bah il va pas s'en souvenir. Au pire il veut pas se faire spoiler le tome 15, il voit que je monte le tome 15 à la caméra, il s'en va. Mais là c'est le tome 1, donc bon je vais peut-être pas vous spoiler, c'est le tome 1, en plus c'est une nouveauté, c'est pas un truc que j'ai trouvé d'occasion qui date d'il y a 5 ans, donc bon. Donc voilà, je vous le conseille, c'est le genre de sortie qui pour moi faut encourager. Donc vraiment si un jour vous avez un petit bonus, vous avez un manga bonus dans votre budget, vous savez pas quoi acheter, pourquoi pas, ça pourrait encourager les éditeurs à... Parce que vous voyez moi les nouveautés, ok c'est bien, mais ça pose des petits problèmes quand t'es... De mon côté ça me pose des petits problèmes. J'aime beaucoup par contre quand ils sortent des trucs que j'ai vus mais qui étaient entre guillemets morts dans ma tête. Bon, c'est pas du niveau de Masamune Nekun's Revenge ou Sorano Otoshimono, hein, au niveau des sorties des trucs que je croyais morts, mais ça reste très très appréciable et très très agréable. Donc, vraiment, ouais, voilà. Et n'hésitez pas à l'encourager si jamais. Si vous avez un petit attachement au Isekai ou truc comme ça, c'est un bon celui-là, normalement. Alors là, par contre, vous allez pas me croire. Enfin, je sais pas si vous allez me croire. Mais les gars, je vous dis, enfin les gars ou les filles ou les gens qui regardent, je vous dis, sur ce coup, j'ai été très surpris. Alors, là, c'est pas ma lecture, là, que vous voyez, c'est une relecture et une lecture. Alors, vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air un peu violent, un peu provocateur. D'habitude, tu me demandes des isekai et des romances. C'est quoi le délire? Alors, en fait, je vous explique. Donc d'abord c'est les 2 premiers tomes de Blood Rain par Miyomu Rao et édité chez Soleil Manga pour public averti, attention. Donc si vous n'êtes pas averti, eh ben vous l'êtes maintenant. Donc ouais, qu'est-ce que ça fait là, Japanman? Je sais que t'aimes bien diversifier tes lectures, mais là on dirait un vieux film d'horreur. Bon, en fait le truc c'est que ce tome 1 là, donc il y a une relecture. Si vous arrivez à lire, là, c'est marqué 10 centimes. C'est donc le manga le moins cher de ma, j'allais dire carrière, mais c'est presque une carrière à ce niveau-là. C'est le manga le moins cher que j'ai jamais acheté. Et vous voyez, il est en état perfect presque. Hein. Bon, il est un peu abîmé, mais je ne saurais même pas vous dire si c'est moi ou si c'est comme ça que je l'ai acheté. C'est le manga le moins cher que j'ai acheté. Donc on compte pas tous les mangas que des gens m'ont offert, hein. Mais on compte pas non plus les mangas gratuits pour telle ou telle raison, genre pack découverte ou opération promotionnelle. Tout ça on compte pas. Dans les mangas payants que j'ai acheté moi-même, c'est le moins cher. 10 centimes quoi. C'est dingue. Et du coup, bon bah vous vous doutez, je veux dire, même si j'étais pas collectionneur et que j'étais pas très curieux de lire des trucs que j'ai jamais lus, à 10 centimes tu le prends quoi. Je sais pas, même ne serait-ce que pour te faire un papier peint avec des planches de manga ou je sais pas quoi. 10 centimes c'est donné presque. Franchement, je pense que tu demandes à quelqu'un dans la rue, excusez-moi, est-ce que vous auriez 10 centimes à me donner? S'ils l'ont dans leur poche, ils te le donnent quoi. 10 centimes c'est rien du tout. Et je suis presque sûr que tu peux, si tu te mets genre toute une journée dans une grande ville à chasser des pièces de 1 centime par terre, je suis presque sûr que tu peux te trouver 10 centimes gratos. Mais bon voilà, ça c'était... donc voilà, le tome 1 je l'avais acheté à la base parce que bah il était à 10 centimes. Et bien sûr parce que c'est un manga que j'avais pas, hein, parce que si c'était un manga que j'avais, il avait beau être à 10 centimes, à part peut-être pour l'offrir à quelqu'un ou pour le revendre derrière plus cher, je vois pas pourquoi j'aurais acheté, mais voilà. Donc, il y a longtemps, j'avais acheté ce tome 1 de Blood Rain. Ce tome 1, j'en avais pensé quoi? J'avais pensé que c'était... ça faisait son rôle, quoi. C'était un petit thriller, un petit... un peu... vous voyez, un peu un slasher dans l'esprit. C'était un slasher complètement dans l'esprit. Voilà, un slasher mais en manga. Vous avez à peu près tous les ingrédients du slasher. Je regarde pas trop de films d'horreur, moi, c'est pas mon délire. Mais les mangas, voilà, c'est des mangas, quoi. Du coup, à chaque fois, ça m'intéresse, même si c'est un truc qui n'est pas dans mon champ de visée d'habitude. Là, j'étais prêt à tester, quoi. Et voilà. Donc si vous m'aviez demandé mon avis sur Blood Rain, j'ai peut-être d'ailleurs donné dans ma vidéo où je vous montrais ma collection de manga il y a longtemps. Mais voilà, je vous ai dit que ça fait son travail, quoi. Si t'aimes bien les thrillers, les slashers, les trucs comme ça, ça fait son travail.
il y a un petit mystère, etc. Bon voilà. Et donc, il se trouve qu'un jour, je suis arrivé dans un magasin d'occasion, c'était pendant les soldes ou un truc comme ça, et il y avait une opération genre 2 mangas achetés, le deuxième le moins cher à moitié prix, un truc comme ça. Du coup là, qu'est-ce que je fais? Je regarde ce qu'il y a, parce que bah, moi je me dis, bah s'il y en a un à moitié prix, il y a moyen de faire des bonnes affaires quoi. Et il n'y avait pas grand chose, mais il y avait notamment le tome 2 de Blood Rain que j'avais déjà vu depuis longtemps qui était dans ce magasin là, mais je pensais qu'il l'avait vendu ou je sais plus quoi. Puis de toute façon c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas un truc qui m'a transcendé quoi, je suis pas pressé d'avoir la suite spécialement. Et le truc c'est que voilà, il n'y a pas trop d'autres mangas qui feraient l'affaire pour que j'en ai un à moitié prix quoi, donc bon tant pis que j'abandonne plus ou moins. Mais je me rends compte au final que ah, il y a un manga qui pourrait faire l'affaire en tant que deuxième manga. Je vous dis pas lequel c'est parce que normalement, si je peux lire un minimum, je pense que vous le verrez le mois prochain, sinon le mois d'après, bon, il y a des mangas qui se sont fait reporter de mois en mois comme ça, hein, dans ma pile de lecture, donc bon, j'ai rien à promettre, mais voilà, donc un deuxième manga que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Et donc j'achète les deux, parce que bah ça, mine de rien, c'est quand même la suite d'une série que j'ai qui est pas trop longue de mémoire, donc bon, si je peux l'avoir pas cher, je vois pas le problème. Et l'autre manga c'est un numéro 1, donc c'est un truc que j'ai jamais lu, je vais tester justement. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah j'achète les deux. Donc au final ça me revenait pas trop cher, quoi, ça me revenait un quelque chose le manga si je dis pas de bêtises. Donc c'est un bon prix, hein. Et donc voilà, je le ramène chez moi et tout ça. Et je me dis au bout d'un moment, allez je me le lis, je me tente. Mais en vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas lu le premier. Donc je me suis dit que j'allais relire le premier, et franchement, j'ai bien fait. Parce que à la fin du premier, il y avait un twist que j'avais oublié. À la fin du premier, il y avait un twist sur le genre. En fait, j'avais complètement oublié, mais à la fin du premier tome, tu découvres l'identité du méchant de Slasher. En fait, si tu vois, c'était un gars encapuchonné. Enfin, un gars ou une fille, je vous dis pas. Encapuchonné. Et tu savais pas qui c'était, tu vois, c'était vraiment méchant de Slasher numéro 532, quoi. Et à la fin du tome 1, j'avais complètement zappé, tu sais qui c'est en fait. Donc moi j'étais en mode, bah attends, il n'y a plus de mystère alors, c'est quoi le délire? Et en fait, le truc c'est que le tome 2, il m'a vraiment surpris en fait. Mais genre vraiment. Genre vous verrez à la fin, genre vraiment. Bon, pour ceux qui ont déjà vu des vidéos, vous savez ce qu'il y a à la fin. Donc vous avez peut-être compris quel titre va gagner ce manga ce mois-ci. Mais genre, je m'y attendais pas. Vous voyez, vraiment, genre, dans le tome 1, c'était un pauvre slasher. Pauvre, enfin, c'était un slasher basique, quoi. T'étais peut-être un peu investi par-ci, par-là. Bon, c'est vrai. Mais les gens qui mouraient, c'était des personnages qui étaient tout le temps... Hein, qui avaient tout le temps un fond antipathique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, les personnages qui mouraient, c'était... Juste avant, ils disaient des trucs un peu déplacés, ou... Où il faisait des coups en douce, enfin, c'était pas des gens sympas qui mouraient, quoi, c'était des gens un peu antipathiques. Et le tome 2, par contre, oh là, le tome 2. Le tome 2, franchement, vous voyez, le tome 1, c'est marqué pour public averti. Si vous me demandiez c'est quoi le public pour ce manga, je dirais le tome 1, en vrai, s'il y a un enfant 12-13 ans qui a pas peur de la violence, des trucs comme ça, qui a pas peur de... Voilà, qui aime bien les films d'horreur, les trucs comme ça, le tome 1, ça va pas le choquer. Par contre, le tome 2, ça pourrait. Alors, je suis pas en train de vous dire que c'est ultra violent, ultra choquant, ultra gore ou je sais pas quoi, hein. C'est même pas ça. C'est... En fait, le premier, c'est de l'horreur, genre... ah non, quelqu'un va me tuer, au secours. Le deuxième, c'est de l'horreur psychologique, les gars. Mais genre... Alors, ça marche, à mon avis... Si vous l'achetez mais que vous n'avez pas facilement d'empathie pour les personnages, peut-être que vous, au contraire, vous allez me dire « Mais non, mais c'est nul! Qu'est-ce que tu me racontes ?» Mais moi, je suis très empathique quand je lis un manga, ou même quand je regarde une œuvre en général. Et les gars, mais ce tome 2, c'est tout. Genre, à la fin du tome 1, s'ils arrêtaient le méchant, tout était bien qui finissait bien. Bon, ok, il y avait des morts, mais comme je vous ai dit, c'était des gens un peu antipathiques. Du point de vue du lecteur, t'es pas spécialement embêté. Là, avec ce tome 2, même s'ils arrêtent le méchant à la toute fin du tome 2, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Vraiment, les relations entre le personnage ont été, mais...
turbo turbo mal scénifié, je sais pas comment le dire. Vraiment, il y a des plans, mais des plans horribles. Vraiment, il se passe des trucs. Je suis psychologiquement chamboulé, quoi, quand je lis le truc. Bah, moi, je suis pas du genre à être traumatisé par. Ça m'a pas, en fait, ça m'a pas fait de mal, hein, pour ceux qui se demandent. C'est pas, ça va pas te traumatiser, genre, ah non, je vais plus pouvoir dormir. Mais tu vas être en mode, quand tu as fini de le lire, t'es en mode, ah ouais, quand même. Pauvre personnage, quoi. En plus, tu t'attaches à eux vu que c'est le deuxième. C'est pour ça aussi, j'ai bien fait aussi, plus que pour le tout, et j'ai bien fait aussi de relire le premier tome. Parce que si j'avais lu le deuxième tome direct, j'aurais peut-être juste trouvé ça un peu choquant, un peu racoleur. Alors que quand t'as lu le deuxième tome, t'es un peu plus attaché quand t'as lu les 2 tomes d'affilée. Donc ça a mieux marché à mon avis le deuxième, parce que j'ai relu le premier. Franchement, j'ai du mal à dire que c'est bien en fait, parce que ça te met des émotions négatives, mais ça le fait bien en fait. Et du coup, je pense que c'est ce qui était prévu. Et franchement, deuxième tome qui pour moi m'a retourné le cerveau sur cette œuvre. J'étais vraiment en mode ouais, truc banal, un peu, même vaguement nul si c'est pas ton genre, quoi. Les slashers, les trucs comme ça. Là, ça m'a retourné le cerveau, ça m'a... franchement, top niveau. Top niveau pour l'instant. Alors après, peut-être que le tome 3, je sais pas comment le manga faudrait qu'il continue pour que ça reste bien. Est-ce qu'il faudrait que ce soit encore plus la dégringolade dans le tome 3? Est-ce qu'il faudrait qu'il remonte la pente pour mieux redescendre, pour mieux remonter la pente? Je sais pas à quel point tu peux jouer sur les montagnes russes comme ça. Je sais pas à quel point ça peut rester pertinent. Mais... en tout cas, ce tome 2, lui, m'a fait une très forte impression, et je serais tenté de dire que cette très forte impression est plutôt bonne. Et dans tous les cas, c'est une surprise, parce que vraiment, ce manga, quand je l'ai continué, j'étais en mode, ouais, bah, j'avais envie d'avancer un peu dans certaines séries que j'ai commencé il y a longtemps, il y a le tome 2, il y a une promo, allez, vas-y, pourquoi pas. Et bah, franchement, je regardais pas du tout. Maintenant, tu vois, ça va toujours pas être une série dans mes priorités d'acheter, mais si je vois le tome 3 en bon état, pas trop cher, dans un magasin d'occasion, là je serais vraiment en mode, ouh, ah ouais, d'accord, je suis curieux là, je me demande ce qui va se passer, allez vas-y, je l'achète. Alors qu'avant j'étais vraiment en mode, ah il y a le tome 2, est-ce que je l'achète? Oh, un peu trop cher, je reviendrai, on verra. Alors que vraiment là maintenant, je suis vraiment très très curieux de ce manga. Hein. Il se passe vraiment des trucs. Par contre, si vous êtes comme moi très empathique et peut-être vous êtes plus sensible ou plus, je ne sais pas. Là, par contre, évitez de le lire parce que psychologiquement, il se passe des trucs durs pour les persos. Hein, vraiment. Donc bon, voilà. J'espère que je vous l'ai pas survendu. Mais en fait, vraiment, le truc, ça m'a limite. Le truc qui m'a le plus choqué, c'est que ce soit aussi bien, quoi. Enfin, aussi bien, aussi mauvais, mais du coup aussi bien. Je sais pas, c'est genre... tu te dis, ouais, mais ils vont jusque là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. Mais du coup, tu dis, mais c'est génial que ça me marque autant, quoi. Mais voilà. Donc, Blood Rain, surprenamment, très bien. Franchement, très curieux, vraiment très curieux là pour le coup de la suite. Ça peut aussi bien partir en nanar que devenir excellent, quoi. Donc, pressé de connaître la suite. Alors, après, on est sur Eden Zero, tome 12, 13, 14 et 15, par Hiro Mashima, chez Pika Édition. Vous m'excuserez, depuis un ou deux mangas, la luminosité doit baisser de plus en plus. C'est pas ma faute, c'est dehors, il fait moins de soleil, quoi, donc... j'ai limite, en plus vu que j'utilise une lumière en plus pour que ce soit bien lumineux, on a limite l'impression qu'il fait nuit là, mais non, vous en faites pas, c'est juste les nuages qui font un peu des siennes, quoi, des leurs. Je sais pas comment on dit, mais voilà. Donc bon, donc Eden Zero. Pourquoi il y a 4 tomes et pas 3? Parce que tout simplement, en fait, quand j'ai acheté 12, 13, 14, bah, le 15 il sortait dans pas si longtemps, donc je me suis dit, vas-y, j'attends, je me lis les 4 d'affilée. Parce que j'ai un peu tardé à les trouver, les 12, 13, 14. Donc voilà. Truc aussi intéressant, c'est que... enfin intéressant. Truc que je voulais souligner, c'est que... et je pense que vous allez relate un peu, vous allez avoir des expériences similaires si jamais vous achetez des mangas depuis un certain temps relativement régulièrement. Vous voyez ce truc? Quand tu cherches un manga, qui n'est pas du tout rare, pas du tout dur à trouver, qui est récent, qui est dans une série que tout le monde connaît, ou enfin tout le monde connaît, ou beaucoup de gens connaissent, quoi, que c'est un manga que tu peux même le trouver à ton supermarché, tu peux le trouver partout. Mais tu cherches un tome précis. Et comme par hasard,
le dit tome est introuvable. Genre dans tous les magasins où tu vas, il n'y est pas, celui-là précisément. Pourquoi? Tu ne sais pas. Il n'y a aucune raison valable, mais il n'existe pas. Il n'existe pas, le manga, il est nulle part. Bon, voilà. Pourquoi il est nulle part? Personne ne le sait. En tout cas, voilà, donc ça c'était pour le truc un peu genre... ça nous est tous arrivé, quoi. Et moi, en l'occurrence, c'était le cas pour le tome 13 de Eden Zero. Pour aucune raison. Le tome 12, il était là, le tome 14, il était partout, etc., etc. Le tome 13, j'ai dû fouiller pour le trouver. Donc voilà. Si jamais vous entendez un peu de bruit en fond, je suis vraiment désolé, c'est qu'il s'est mis à grêler. Genre vraiment, j'ai pas de chance, quoi. La luminosité baisse, bah, vous allez me dire, c'est logique, c'est pour ça qu'il y avait des nuages, en fait, c'est parce qu'il grêle. Mais bon. En tout cas, si vous entendez des plics plac ploc derrière moi, j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Mais bon, ça fait longtemps que j'essaye de tourner cette vidéo, donc je peux pas me permettre de encore reporter. Voilà. Donc, Eden Zero, qu'est-ce que je peux en dire? Alors, ça a gagné en intensité, mine de rien, hein, Eden Zero. Là, on arrive à des délires assez grands, quoi. L'univers s'étend, l'univers d'Eden Zero s'étend vraiment. En plus de ça, il y a des nouveaux enjeux au niveau du méchant. Le méchant, ça m'étonnerait pas que ce soit le grand méchant de tout Eden Zero, ou alors le presque grand méchant. Vous voyez le grand méchant, mais à la toute fin, tu découvres qu'il est manipulé par un truc encore plus fort. Et voilà. Et bah, toujours aussi bien, toujours aussi surprenant, c'est toujours aussi frais Eden Zero, quoi. C'est vraiment, t'as du feeling et de l'émerveillement et tout à la Fairy Tail, mais dans un univers, on va dire, qui est moins dans les sentiers battus, parce que Fairy Tail, ça restait quand même de la fantasy, mine de rien, de la magie, fantasy, tout ça. Donc, quand bien même il y avait des trucs surprenants, tu retrouvais quand même les tropes classiques de la fantasy. Là, vu que tu es dans un monde science-fiction, mais science-fiction qui se promène de planète en planète, quoi. C'est un peu comme One Piece et les îles, quoi. Tout est possible. Et du coup, tu te retrouves avec un manga très surprenant, très frais, qui vraiment, pour l'instant, n'est jamais décevant. Hein. Et il est très... Au contraire, même, il promet de plus en plus. Mais bon, voilà. Après l'avoir autant encensé, il y a quand même un truc que j'aimerais souligner. C'est que, personnellement, j'avais, et j'ai peut-être encore un petit peu un problème avec le personnage de Erzi Crimson. Alors, en fait, vous voyez... C'est bien connu, certains s'en moquent, certains le défendent. Dans Eden Zero, il y a certains personnages qui sont, si ce n'est inspirés, en tout cas ressemblants avec des personnages de Fairy Tail. Alors à mon avis, les gens vont un peu trop loin parfois avec ce genre de comparaison, parce que bon, ça reste le même auteur, quoi. C'est normal s'il y a un chara design qui ressemble au niveau des traits. Par exemple, tu vois, Shiki. Je comprends que la première fois que tu le vois, tu te dises, bah c'est quoi, c'est la fusion de Natsu et Grey, quoi. Mais au final, quand tu prends du recul, c'est juste héros de shonen dessiné par Mashima. Vous voyez ce que je veux dire? Il ressemble pas plus que ça à Natsu ou à Grey en particulier. C'est un héros de shonen lambda. Mais dans le style de Mashima. Donc oui, c'est logique qu'il ressemble à un personnage de Mashima qui est aussi un héros de shonen. Vous voyez, on pourrait dire qu'il ressemble aussi à... C'est Haru qui s'appelle le héros de Rave, je crois. On pourrait dire qu'il ressemble aussi au héros de Rave. Je veux dire, tu lui mets les cheveux blancs, en vrai, ça le fait. Hein. Voilà, tout ça pour dire que... Bon, les gens vont un peu loin avec ça, parfois. Ah bah d'ailleurs, tu lui mets les cheveux blancs. Les gens vont un peu loin avec ça, parfois, mais... en effet, il y a des personnages de Eden Zero qui sont inspirés, voire parfois basés sur des personnages de Fairy Tail. Mais c'est jamais trop basé sur des personnages de Fairy Tail. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est jamais, tu te dis jamais, oh ce personnage c'est... Par exemple le personnage qui est inspiré de Wendy, un peu je trouve au niveau du character design, c'est comment elle s'appelle, la rivale un peu de... Même pas la rivale, genre un peu la peste qui embête Rebecca. Elle ressemble pas mal à Wendy je trouve, dans son character design. Mais, tu vois, c'est pas du tout Wendy niveau du caractère. En vrai dans son character design il y a des éléments qui viennent de Wendy, mais elle a une tête un peu plus mesquine, elle a une coupe de cheveux différente, etc. etc. Par contre, il y a deux personnages qui font un peu exception à ça, je trouve. Il y a Happy, mais vu qu'il a pas vraiment de rôle dans l'histoire pour l'instant, enfin si, à part un rôle de soutien émotionnel pour Rebecca, mais vous voyez, pour l'instant, il sert pas énormément Happy. Limite, t'aurais pu pas le mettre en vrai Happy. Hein. Moi je dis,
Happy, je trouvais que c'était un peu une anomalie, qu'il devrait pas être là, parce que c'était vraiment la mascotte de Fairy Tail, quoi. Bon après, vous me direz que Plou, c'est un peu la mascotte de Rive aussi, c'est pas faux. Mais bon, voilà, il est un peu secondaire. Et en plus, j'avais pas remarqué ça, mais en regardant l'opening de l'anime, j'ai remarqué qu'il avait le bout de la queue noire, le Happy de Eden Zero, ce que j'avais jamais remarqué, je crois, dans le manga. Donc voilà. C'est pas exactement le même Happy, et il a pas un gros rôle dans l'histoire. Donc, c'est pas si dérangeant que ça. En plus, voilà, avec Plou, on avait déjà eu ça dans Fairy Tail, ça nous avait pas gêné. Ok, Happy, ok. Mais le deuxième personnage, et sur qui je trouve que ça beaucoup plus embêtant, c'est Erzi. Parce que Erzi, si vous voulez, c'est Erza. Non, mais genre c'est Erza. La première fois que je l'ai vue, c'était Erza cosplayée en Albator dans ma tête, hein, vraiment. Et elle s'appelle Erzi Crimson. Genre, Erza, mais on a remplacé le A par le I, et au lieu de Scarlet, on a mis un autre truc qui veut dire rouge, quoi. C'est Erzi Crimson, quoi. Et c'est littéralement Erza déguisée en Albator. Et son drapeau de pirate, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, moi j'avais remarqué Day One, d'ailleurs, dès que j'ai lu le manga Eden Zero, j'ai remarqué direct, personne ne me l'a dit. Le drapeau, d'ailleurs, du bateau de Erzi, c'est le logo de Fairy Tail, un peu cubique, sur le côté. Mais, voilà, donc, Erzi, ça m'a toujours un peu gêné. Mais elle avait jamais eu de gros rôle dans l'histoire, en vrai. Genre, vraiment, juste, elle se montrait, elle leur donnait le bateau, ou elle leur faisait peur, ou elle leur... voilà, quoi. Elle se montrait, elle faisait un truc vite fait, elle s'en allait. Donc c'était pas si gênant que ça, que ce soit Erza déguisée en Albator. Mais, là, dans cet homme-ci, elle commence à gagner une importance dans le scénario. Et je vous dis, au début, j'étais assez gêné par ça, parce que même au niveau du caractère, c'est pratiquement Erza, hein. Ce côté fort mais bienveillant, mais quand même strict, mais un peu avec un côté quand même un peu oh c'est pas grave. Enfin je sais pas comment expliquer, mais vous voyez c'est clairement Erza, hein. Même le côté overpowered par rapport aux autres personnages, c'est très très Erza tout ça. Et du coup moi ça me gênait parce que le perso qui soit basiquement Erza et un gros rôle dans l'histoire, là je trouvais ça gênant moi. Donc bon, voilà. Mais, le truc qu'il faut faire en fait, c'est de la différencier d'Erza. Notamment en creusant sa backstory personnelle et ses motivations personnelles et tout ce qui la différencie d'Erza en fait. Et alors je vous avoue que quand elle t'explique sa backstory, il n'y a pas trop ça je trouve. Parce que, encore une fois, son histoire c'est Erza quoi. C'est vraiment genre... alors à un moment il y a eu la guerre, tu remplaces la guerre par l'esclavage, c'est pareil. Et puis je me suis fait recueillir par un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur, un vieux robot, enfin voilà. Puis voilà, tu remplaces Fairy Tail, tu fais le parallèle, c'est la même chose presque. Donc là, j'étais toujours pas content, moi. J'étais pas non plus grognon, mais ouais, vous voyez le genre, quoi. J'étais toujours pas, hein, c'est toujours Erza, en fait. Mais le moment que j'ai bien aimé, c'est le moment avec le pseudo Jelal, qui en vrai, j'avais pas reconnu. Moi, j'ai mis du temps à me dire que c'était le Jelal de l'histoire, pour être franc. Hein. Niveau cardinal, je trouve qu'il ressemble pas tant que ça. Il y a un truc un peu dans le regard, un peu dans les mimiques, mais en soi, le design pur, je trouve qu'il ressemble pas trop à Jelal. Mais ouais, tout ça pour dire que il y a eu un truc à un moment là où quand ils s'affrontent et tout, et qu'il y a même un peu de romance entre eux, et t'as le flashback et tout, là, je me dis, ça c'est pas une relation de Jelal et Erza. Ça c'est un truc un peu plus perso, un peu plus Erzi justement. Et ça j'aime bien. Là j'aime bien, là tu creuses sa backstory. Erza c'était pas une princesse, hein. Tu creuses sa backstory, tu creuses ses relations avec les autres personnages, et tu rends le truc unique. Ça j'ai bien aimé. Donc je veux plus de trucs comme ça. Pour Erzi, moi personnellement, ma volonté personnelle, c'est que je veux plus de moments comme ça où Erzi se démarque de Erza, plutôt que des moments où Erzi se rapproche de Erza. Parce que en lisant, je me suis même fait le rapprochement, et j'avais pas capté au début. Mais son cosplay d'Albator, là, avec un œil qui a un cache, c'est comme Erza en fait. Erza aussi, elle avait un œil blessé, sauf qu'Erza, vu qu'il y avait la magie et tout, ça se voyait pas, mais juste elle pouvait pas pleurer, tu vois. Mais c'est vraiment... jusque maintenant, c'était vraiment Erza qui se la joue Albator, genre vraiment. Et là, vraiment content de pas avoir été trop lésé sur ce coup-là. Vraiment, pendant un grand moment dans ma lecture, je me suis dit, vas-y quoi, c'est un peu gênant quoi. Mais voilà, plus ça avance, plus je me dis,
il y a moyen que ça parte dans d'autres directions. J'aimerais bien qu'on lui trouve peut-être des failles, des trucs comme ça, qui a pas la vraie, enfin qui a pas la Erza, enfin qui a pas Erza. Parce que Erza, elle avait aussi des failles, plus ou moins, mais c'était pas les mêmes. J'aimerais bien que ce soit pas les mêmes que Erzi, pour que ce soit vraiment un club. Tu vois, j'aimerais bien même limite découvrir que Erzi, elle a fait des choses mal, genre vraiment mal. Pour la différencier un peu de Erza, qui était vraiment le chevalier blanc, quoi, littéralement, même si elle était en armure grise la plupart du temps. Mais voilà, donc s'il vous plaît, faites en sorte que, enfin s'il vous plaît, Monsieur Mashima, faites en sorte que Erzi se distingue de plus en plus de Erza et pas l'inverse. Qu'on s'attache à elle en tant que personnage et qu'on se dise pas juste que c'est Erza bis. Mais sinon voilà, très très cool Eden Zero, voilà. Je suis désolé le temps que je parle et tout, là normalement vous devez entendre en fond peut-être, j'espère pas, encore plus de grêle ou de pluie, et il fait encore plus sombre, donc on a vraiment l'impression qu'il fait nuit là. Mais bon, voilà, donc on va passer au manga suivant parce que du coup, autant que ça s'éternise pas trop, si jamais, je sais pas comment ça rend à l'audio, donc ça se trouve c'est désagréable pour vous, toute cette, avec le fond, avec la pluie en fond. Enfin la pluie ou la grêle, je sais même pas trop. Donc voilà, on passe à la suite. Avant-dernier manga de cette vidéo, Interspecies Reviewers, par Amahara pour le scénario et Masha pour le dessin, aux éditions Ototo. Alors là j'ai un petit problème, ouais bon, j'ai un petit problème si vous voulez avec ce manga là, parce que je me vois mal vous résumer le synopsis. Disons que c'est un Eishi dans un monde de fantasy où il y a plein d'espèces, un peu comme si les monstres dans Monster Musume c'était la norme. Mais dans un monde du passé fantasy avec des dragons, de la magie, tout ça, vous voyez. Donc voilà, c'est ça plus ou moins. C'est vous voyez le genre. Et alors je vais pas vous résumer l'histoire. Franchement, faites vos recherches. Je ne peux pas. Mais pourquoi est-ce que j'ai acheté ce manga alors? J'avais vu l'animé et j'avais bien aimé l'animé. Le truc que j'avais bien aimé dans l'animé, c'est entre autres le fait que ils vont vraiment à fond dans leur délire. Et c'est vraiment un délire très poussé. Hein. Encore une fois, je vous ai pas résumé l'histoire, mais faites vos recherches et vous verrez, ils vont à fond dans le délire. Hein. Et moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Quitte à faire un délire comme ça, va à fond dedans. Et en plus de ça, ça arrivait à être ça arrivait à être parfois plutôt drôle, plutôt original. Et je vais même le dire, je sais qu'il y a des gens qui vont se moquer, enfin, non, vu que j'ai pas beaucoup de public, il n'y en avait pas, mais si j'avais beaucoup de public, je sais qu'il y a des gens qui se moqueraient de moi pour avoir dit ça, mais c'est legit premier degré, très intéressant des fois. En fait, t'as un peu un feeling documentaire animalier, j'allais dire, mais non, pas animalier, mais, vous voyez, t'as un peu... genre, vous voyez ces passages dans Monster Musume où là, il y a la harpie qui pond un œuf, où il y a la lamia qui mue. Vous voyez ce genre de passage où tu vois des trucs vraiment spécifiques à leur espèce et tout. Et ben ça c'est un peu intéressant, vous voyez, de découvrir la vie d'une espèce fictive comme ça, dans les détails que t'aurais pas forcément pensé directement. Et ben là, si vous voulez, Interspecies Reviewer, il y a un côté comme ça, mais en beaucoup plus Eishi. C'est sur des aspects beaucoup plus Eishi que juste la mue. Mais vraiment, il y a des fois tu dis, ah ouais, cette espèce ça marche comme ça. Et mais en fait, c'est super malin, c'est super intéressant. Et en plus, c'est même un peu rigolo. Et vraiment, franchement, premier degré, j'aime bien ce manga et j'ai bien aimé l'animé. Alors, le manga est un style beaucoup plus rondouillard, beaucoup plus cartoon que l'animé. Ce qui, franchement, est pas dérangeant. Je me disais que du coup ce serait peut-être un peu plus humoristique que Eishi dans le manga, et c'est à peu près ça au début en tout cas. Ils utilisent beaucoup plus le texte en vrai pour te raconter des trucs, ce qui quand j'y pense c'est logique, hein, vu que c'est un manga. Mais je veux dire, dans l'anime c'était beaucoup plus graphique certains passages. Ce qui me gêne pas, parce que moi, enfin longtemps que ça reste intéressant et rigolo, je m'en fiche s'il y a du Eishi visible ou pas. Bon, ça c'est plus pour la forme qu'autre chose en vrai. Et du coup, ouais, bah très cool, très sympa. J'ai rien à redire spécialement. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit, avec le style plus rondouillard, c'était plus tourné vers l'humour, mais que vers la fin, ça commence à aller plus vers l'Eishi. Donc à mon avis, l'anime c'est basé
plus sur l'ambiance un peu plus tardive à mon avis du manga, qui doit être un peu plus Eishi. Bah, c'est déjà très Eishi, mais moins graphique. Du coup voilà, une tier species remover, très cool, très sympa, pas de bémol personnellement. Je suis pressé d'arriver à des... peut-être... Alors je sais pas s'il y aura une saison 2 à l'anime. Je suis pressé d'arriver peut-être à des trucs que j'ai pas encore vu, parce que là du coup il y a que des... c'est un peu des rediffs de ce que j'ai déjà vu dans l'anime quoi. Mais c'est vraiment amusant en fait de découvrir ces espèces et tout, cohabiter et tout. Mais encore une fois, là c'est pas marqué contrairement à... Ah si voilà, regardez, c'est marqué là. Pour public averti. Donc vous êtes averti hein. Non vraiment, c'est pas pour tout le monde par contre, hein. Je vous préviens, si vous êtes un enfant, n'achetez pas ça. Pas quoique... Pas un enfant de 2 ans, mais... Si... Non, je pense pas qu'un enfant soit assez... En fait, j'ai toujours un problème quand je parle de trucs Eishi comme ça, de genre de World's End Harem, Interspecies Reviewer, ce genre de trucs. Je me demande souvent à quel point les gens les prennent au sérieux, les Eishi, parce que moi je les prends vraiment au sérieux, genre... je me dis pas, ah, c'est un Eishi, voilà, ça me passe par-dessus la tête, quoi, c'est vraiment juste du Eishi. Non, moi, vraiment, dans mon Samsume, il y a du développement de personnages, il y a tout, il y a... Dans World's End Harem, il y a du mystère, dans Interspecies Ouvert, tu rigoles pour de vrai. C'est pas du Eishi, donc c'est poubelle. C'est du Eishi, ça fait partie d'une formule, une formule qui peut amener des vraies bonnes intrigues, des vrais bons développements de personnages, des vrais trucs attachants, parfois même... Moi je pense pas que les trucs sont bons malgré le Eishi, personnellement, je pense qu'ils sont bons avec le Eishi. Souvent ça dépend des trucs. Par exemple dans une romance, par exemple, du Eishi, ça amène du concret. Tu vois, tu sais que c'est pas la romance où... Si, en fait, j'ai même envie de dire, quand bien même ce serait juste la romance où à la fin, ils s'avouent leurs sentiments et ils se tiennent la main, tu vois, genre tout ça pour se tenir la main, juste, il n'y a même pas de bisous ni rien, et bah quand bien même ce serait juste ça, le Eishi ça rapporte du concret, ça rapporte du... T'as pas l'impression d'avoir perdu ton temps avec un truc mièvre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a des tas d'avantages le Eishi. Et c'est pas... Je trouve ça triste de voir souvent que les gens déjà n'aiment pas les trucs Eishi. Bah après ils ont le droit, hein, mais tu vois, crachent un peu sur les trucs Eishi. Et même quand ils crachent pas dessus, disent que c'est bien malgré le Eishi. Moi je pense pas. Moi je pense que ça fait partie d'une formule, ça fait partie d'un tout. Et que moi je pense que dans beaucoup de cas ça ajoute le Eishi. Voilà, je sais pas à quel point je vais être pris au sérieux en disant ça, je sais que c'est pas très... ça fait pas très crédible pour beaucoup de gens. Mais moi je pense vraiment. C'est pas quelque chose qu'il faut faire... Voilà, il faut pas faire malgré le Eishi, il faut faire grâce au Eishi, vous voyez. Après je dis pas, il y a peut-être des œuvres qui sont géniales, mais du Eishi qui pop n'importe où au milieu, bon, à quoi ça sert. Mais franchement, si vous aimez bien les trucs Eishi, Interspecies Reviewer, c'est pour vous, je pense. Hein. Et voilà, donc dernier manga de cette vidéo, The Quintessential Quintuplet, tome 7, 8 et 9 par Negi Aruba aux éditions Pika. Normalement, c'est le dernier manga... Bah non, s'il n'y a pas de normalement, c'est le dernier manga de cette vidéo. C'est aussi le premier que j'ai lu, je crois, ce mois-ci. Et voilà, donc j'espère encore une fois que la pluie, tout ça depuis le début, et la luminosité un peu bizarre, ne vous dérange pas trop depuis le début, je peux vraiment rien y faire. Donc bon, on va continuer. Donc The Quintessential Quintuplet, tome 7, 8 et 9. J'ai été très agréablement, pas surpris, enfin si un petit peu, de ces tomes. Ce qui se passe c'est très cool, il y a de l'avancement, clairement. Je crois que la série est pas trop longue, donc ça doit être fini dans pas si longtemps que ça. Et bah, franchement rien à dire, très cool. Bah si justement des trucs à dire, parce que je me souviens que la dernière fois que j'en avais parlé, j'avais mentionné le fait que je trouvais le rythme un peu bizarre. Pas le rythme de la même façon que My Hero Academia, je voulais... là c'est plutôt l'enchaînement entre les événements, qui était peut-être pas très fluide, pas très... Voilà, un peu brusque que je trouvais. Je me souviens que je m'étais demandé à l'époque si c'était... donc là ma dernière lecture de The Quintessential Quintuplet, si c'était pas peut-être à cause notamment du fait que j'étais fatigué ou je sais pas quoi quand je les ai lus, et que c'est peut-être juste ça qui m'a fait croire que le rythme était un peu bizarre. Mais voilà, donc je saurais pas dire si à l'époque c'était justifié ou pas, parce que bah je suis pas à l'époque, mais pour ces 3 tomes là, 7, 8, 9, j'avais pas du tout eu ce problème. Donc, bon, soit c'était une petite erreur de parcours du manga, soit c'était une petite erreur de parcours de moi, mais dans tous les cas, en ce qui me concerne, c'est très bien ces tomes 7, 8 et 9.
l'histoire avance sérieusement, quoi. C'est bien quand t'as pas l'impression qu'un manga stagne. Donc, franchement, pas grand chose de plus à dire si ce n'est... Voilà, si vous avez vu ma dernière vidéo et que vous vous êtes dit, bah non, qu'est-ce qu'il raconte, y a pas de problème de fluidité ni rien dans le chapitre, moi j'ai passé un super bon moment très fluide, bah vous avez peut-être raison, peut-être que j'ai dit des bêtises. C'est pas du tout exclu, surtout au vu du fait que j'ai pas du tout eu ce problème ce coup-ci. Bon, de toute façon que ce soit moi qui ai mal... Enfin qui ai mal, c'était vraiment mon ressenti, mais que ce soit moi qui était pas dans des conditions optimales quand je l'ai lu, ou que ce soit le manga qui s'est amélioré, dans tous les cas c'est positif. Donc, très cool The Quintessentiel Quintuplets. Je continuerai avec plaisir. Alors, concernant le fameux coup de cœur du mois, qui ça va être ce mois-ci, et bah si vous avez été attentif dans la vidéo, vous savez peut-être déjà, vu que je l'ai plus ou moins mentionné, c'est Blood Rain, tome 2, bon techniquement le tome 1 il va avec dans la relecture, hein, mais bon, on va dire juste le tome 2, étant donné que le tome 1 c'était une relecture comme j'ai dit, et que en plus c'est le tome 2 qui m'a retourné le cerveau, quoi. Non mais vraiment, je m'y attendais vraiment pas. C'est exceptionnel que ce soit ça qui se passe. Vraiment, je m'attendais à me dire, ouais, bon, encore un chapitre 2, enfin chapitre 2 entre guillemets, tome 2 du slasher un peu bof, quoi. Et finalement, je me suis dit, ah ouais, tome 2 du slasher, mais c'est devenu de la torture psychologique au lieu d'un slasher, quoi. C'est devenu un slasher psychologique. Mais il y a vraiment des trucs drama, hein. Si vous aimez le drama et... enfin, vraiment, j'aurais dire à un personnage, mais non, mais ne fais pas ça. Tu es en train de gâcher ta vie, quoi. Tu es en train de tout gâcher. Ne fais pas ça. Vraiment, ça va être pour vous, ce deuxième tome. J'étais très surpris. Très surpris. Ce serait trop marrant que le tome 3, ce soit l'inverse. C'est genre... Oh mais c'est nul. Oh là là, ce serait vraiment le manga des montagnes russes en termes de ressenti de mon côté. Mais bon, pour l'instant le tome 2, franchement je m'y attendais pas du tout. Coup de cœur du mois. Alors voilà, c'était mes lectures du mois de juillet 2021. Donc premier du mois de juillet de lecture manga, ça c'est cool. Vraiment désolé pour tout ce qui est pluie, luminosité, tout ça. Ah, ma batterie va se fermer. Ma batterie, j'ai plus de batterie. Au revoir. Au cas où, au revoir. C'était Japan Man, à plus.